Hello tout le monde, je suis très content de retrouver mes amis et membres du Mastermind, Marine, Ludo. Comment ça va les amis? Ça va bien, contente d'être là. Trop cool. Ça va super bien. Ça fait longtemps Ludo qu'on s'est pas vu. Exactement. On sort tout juste d'1h15 de podcast ensemble. Exactement. On vient de faire un podcast. Alors normalement, vu que je suis meilleur en prod que Ludo, mon podcast sortira avant le sien. Mais si vous écoutez ça dans quelques semaines, vous pourrez aller consulter. Vous cliquez sur le titre, il y aura la chaîne de Ludo et vous cliquez dessus, vous irez directement écouter le podcast qu'on a fait avec Romain. C'était un très bon moment d'ailleurs. Reprise des podcasts, Ludo, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé là à reprendre le podcast? Déjà l'envie d'avoir de nouveau des échanges, mais en fait à l'époque je faisais déjà beaucoup d'interviews, j'en avais fait une 60aine. Typiquement Romain, j'avais déjà pu l'interviewer aussi, mais j'avais pas le même niveau de conscience ni de compréhension de ce que je fais, du marché, du marketing, de tous les enjeux entrepreneuriaux. Et du coup, je pense que relancer une série maintenant avec le niveau sans prétention que j'ai aujourd'hui, c'est intéressant et pertinent et ça permet de remettre un peu de l'eau dans le podcast aussi. Mon podcast préféré que j'adorais, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Nouvelle École à l'époque. C'était Antonin Archer. C'est vieux, hein. C'est vraiment vieux. C'est vraiment les podcasts qui avaient que en audio et tout. Et alors les gens qui suivent un peu le podcast, ils en ont marre. Je raconte à chaque fois cette anecdote, mais c'est le truc. Le gars dit, je suis paumé dans ma vie. Je vais discuter avec des gens qui ont fait des trucs de ouf pour essayer de savoir ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et donc c'est un podcast en mode position basse de dingue. Genre je suis vraiment, genre je découvre et tout. Et tu vois les premiers épisodes. Le dernier, tu vois que cette personne, Antonin, mais a éclos. Tu vois, c'est vraiment là tu le vois. Le truc a éclos de dingue, quoi, une maturité et tout. Et à la fin, il dit bah c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire, je vais devenir artiste, machin, je sais pas quoi. J'arrête le podcast. Boum, ça s'arrête comme ça. Et c'est un peu le dernier épisode de Game of Thrones, quoi. T'es pas bien. Et je trouve ça trop bien de voir le cheminement quand t'arrives un peu en mode je suis le meilleur, nana, et que ça j'y crois plus moi ces trucs-là. Le cheminement, voir l'entrepreneur évoluer, voir le créateur évoluer, je trouve ça hyper inspirant. Donc ouais, je partage à 1000%. C'est un peu un précurseur build-in public. Hein, ouais, exactement. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Top. Marine, podcast, ton premier? Non, en tant qu'invité? Pas mon premier, non. J'ai dû en faire 2-3, donc ça va, ça se compte encore sur les doigts d'une main. Je suis toujours contente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore qui tu es, ce que tu fais, et j'invite, avant même que tu commences à faire ça, les gens après cette vidéo à aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne de ton intervention dans le Mastermind, puisque tu nous dévoiles tous tes secrets. Et des secrets à propos de quoi? Ben ça, je te laisse faire le teasing. Ouais, écoutez, moi c'est Marine Nardo. En effet, je suis spécialiste de la livraison client, notamment chez les infopreneurs. Mon goal à moi, c'est d'essayer de les accompagner à doubler leur capacité d'accueil sans perdre en qualité d'accompagnement, ce qui est un gros enjeu. Et aujourd'hui, j'ai une agence qui fait ça pour pouvoir un petit peu outsourcer son delivery, qu'on chapeaute pour vous, qu'on le restructure de zéro, qu'on processise tout ça, que ce soit plus un centre de coûts, mais plutôt un centre de revenus avec de la rétention bien étudié et que tout ça en fait tourne à votre place plutôt que ce soit vous qui soyez le goulot d'étranglement de ce pôle-là. Donc c'est un peu ma mission au quotidien. Et du coup, sur cette petite intervention YouTube, je donne un peu mes secrets de ce parcours client et comment je fais ça en interne chez les gens. Pour donner la petite anecdote, Marine arrive dans le Mastermind en me disant mais est-ce que tu penses que par rapport à l'évolution de ma boîte et tout, c'est fait pour moi? Je dis en fait c'est tellement fait pour toi qu'en plus le premier truc que tu vas faire, c'est que dans un mois on a une rencontre et en fait, tu vas passer sur scène devant tout le monde et tu vas nous dire ce que tu fais parce qu'en fait je sais moi pour connaître un petit peu tous les gossips, même un petit peu, même beaucoup, tous les enjeux de business de mes clients, en fait je sais qu'on en a tous besoin. Donc tu vas venir et tu vas nous botter le cul, tu vas nous faire une piqûre de rappel. Et ça a été plutôt efficace puisqu'il y a eu vraiment un shift de mindset. On était tous waouh. Et pourtant en plus t'avais pas eu le meilleur horaire, t'avais eu après manger et tout, donc on était tous un peu fatigués, mais ça nous a réveillés. Ouais, ça les a réveillés d'un coup. Ils sont arrivés, ils ont dit attends, je peux pas digérer. Exactement. Donc top. Et dans quelle phase sont tes clients? C'est qui tes clients en fait déjà de base? Mes clients, c'est vraiment les infopreneurs, coachs, formateurs en ligne, peu importe, on va dire l'étiquette qu'ils se mettent, c'est vraiment des gens qui ont des accompagnements. Et l'accompagnement en ligne, ça peut être justement coaching, mastermind, peu importe aussi la forme qu'ils prennent. Et souvent, ils sont dans une phase de croissance où ils sont entre les 50 et 100 cas par mois de CA.
Ils ont déjà lancé la pub, ils sont plutôt sur un chiffre d'affaires prédictible, niveau de clients qui rentrent justement prédictible, et ils savent qu'ils peuvent aller pousser la machine, mais ils savent aussi en la poussant que potentiellement ça peut se casser un peu la tête, on va dire, côté delivery. Et voilà, ils sont à cette période charnière, et souvent là c'est où je suis, on va dire, dans la zone de génie ultime pour pouvoir les aider, parce qu'avant c'est potentiellement trop tôt, la machine que je vais leur mettre en place, ils vont pas forcément y voir la valeur ni avoir le besoin. Et après, bon, plus t'arrives tard, plus c'est chaotique, mais ça se fait aussi. Mais on va dire que c'est souvent cette période-là le plus utile pour eux, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ton approche qui est issue de ton background professionnel, ton approche aussi startup un petit peu, parce que t'as bossé dans des startups. Ouais. T'amènes quelque chose de nouveau qu'on n'a pas forcément dans les business de l'accompagnement. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'ai été office manager. J'étais d'abord en incubateur de start-up. Après, j'étais en prop dans les start-up. Donc, j'ai déjà vu des entrepreneurs faire banqueroute, lever des fonds. Grâce à cet écosystème-là, j'ai déjà un peu baigné là-dedans. Et l'avantage quand t'es en incubateur comme ça et que t'es à l'entrée du coworking, t'entends plein de conversations sur le palier aussi. Donc, j'ai entendu beaucoup de conversations de VC, de l'envers du décor. Et donc, ça m'a beaucoup nourri. Et j'ai vite compris aussi l'enjeu business des choses. À chaque fois que je fais quelque chose, en tout cas depuis que je suis freelance, c'est de dire c'est quoi l'impact business, à quel moment c'est rentable pour le client, à quel moment ça peut lui rapporter de l'argent. Et du coup, j'ai compris que dans le care, il y avait pas du tout ça. Sur la livraison client, il y avait pas du tout ça. Soit on avait trop d'humains, ça nous coûtait trop cher. Et on n'allait pas chercher justement l'optimisation du pôle. Et je dis ah ouais, ok, il y a un super boulevard à aller chercher là-dessus parce que je pense que ça peut être optimisé. C'est comme ça que ça m'est venu. Mais je pense que c'est parce que bah ouais, j'ai bossé en startup et j'avais ce mindset-là déjà de comment on optimise les coûts, comment on fait, tu vois, pour que ça soit beaucoup plus viable, etc. Et donc ça m'a aidé ouais sur cette casquette-là delivery après par la suite. Ah, hyper intéressant. Transformer tout ça en opportunité de profitabilité, ben forcément c'est intéressant. Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Toi, tu vas être un petit peu la caution marketing aujourd'hui. Tu vas être un petit peu notre expert go-to-market et plus. Mais quelle est ton activité? Avec plaisir. Du coup, moi, je voulais dire que je suis chauffeur de bus, en fait. Je sais pas ce que je fais là. Je déconne. Clairement, du coup, moi, j'ai l'entreprise Kaizen Impact, une entreprise qui accompagne les coachs, thérapeutes, consultants, les personnes qui sont dans l'accompagnement et qui veulent lancer, développer leur activité avec des systèmes qui sont simples. J'aime beaucoup la simplicité et qui ne veulent pas avoir d'usine à gaz, qui veulent avoir quelque chose à taille humaine et surtout qui soit écologique pour eux et qui soit vraiment aligné avec leurs valeurs. Donc, on fait ça maintenant depuis 3 ans. On a accompagné plus de 160 clients et puis on adore ce qu'on fait. On a des clients qui sont incroyables et qui impactent la vie positivement de leurs clients. Donc, c'est tout ce qu'on aime. Merci les amis. Et aujourd'hui, comme thème du podcast, on a décidé de parler des différents enjeux, aussi bien sur la partie développement grosse, donc marketing sales d'un côté que delivery de l'autre. C'est un peu réducteur, mais on a compris que c'était des grandes catégories. Selon donc ces enjeux, donc dans ces 2 grandes catégories, selon les 4 grandes phases du développement d'un business dans l'accompagnement. Donc, amis auditeurs, si vous voulez lancer ou scaler un business dans l'accompagnement, c'est fait pour vous. Et si vous êtes dans le développement d'une boîte de service, je vous amènerai un petit peu de nuances et je vous amènerai quelques spécificités aussi, puisque moi j'ai un petit peu les 2 casquettes, accompagnement et service. Est-ce que ça vous va, les copains? Ça va? Chaud patate. Ouais, le menu nous plaît. Bon. On commence par la première phase, c'est la phase d'idéation, c'est un vilain mot, mais pour structurer son idée, la valider, et donc c'est un travail qu'on pourrait assimiler à un travail d'architecture. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une phase que j'adore et parce que en fait elle amène on est dans le rêve, on est un peu dans le fantasme et il va falloir après mettre ça dans la réalité. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas Mehmet ou voilà, enfin Mehmet, c'est dommage qu'il soit pas là, parce qu'en fait, il y a une histoire aussi où on va se le mettre, on devient entrepreneur. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore dans l'opérationnel, on a le rêve d'entreprendre, mais dès qu'on va poser la première pierre, à ce moment-là, on met la casquette de l'entrepreneur. Et cette casquette, en fait, quand on en parle comme ça, on dit ouais, c'est rien. Mais moi, je vous le dis, pour avoir accompagné plus de 10 000 personnes dans l'incubateur, donc phase de création, pile poil dans cette phase-là, cette casquette-là, j'ai l'impression qu'elle pèse 50 kilos à mettre sur la tête, c'est très très dur et très très lourd. Là-dessus, vous, à titre personnel, entre le moment où vous avez eu l'idée, au moment où vous êtes lancé, vous avez ressenti cette identité, cette identité qui change. Marine, toi, t'as été concernée par ce truc-là?
Ouais, et en plus, j'étais concernée vraiment là récemment, je dirais. Parce qu'avant, j'étais vraiment la prestat de service, tu vois. J'ai été toujours freelance, j'avais un, deux clients, j'étais toujours dans mon plafond de verre de temps. Et en rentrant dans le mastermind, j'ai très vite compris que pour scaler ma boîte, justement, il fallait que je change un peu de modèle. D'où le fait que je suis passée en agence. Et moi, ça m'a pesé un peu lourd au début. Je me suis dit, ah ouais, agence, équipe, nouveaux enjeux, statut d'une société, tu sors de la micro. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'étapes symboliques pour aller réaliser l'idée de comment j'outsource le delivery des gens. Puisqu'en plus, autour de moi, j'avais personne qui faisait ça. Donc j'étais là, je fais, ok, je le vois sur le closing, mais je le vois pas sur le delivery. Donc tout était vraiment très fantasmé dans ma tête en mode ça va être génial. Je vais réussir à standardiser le truc. Puis t'arrives là-dedans et en fait finalement pas du tout. Et ouais, franchement, ça a été une grosse étape. Mais par contre, en même temps, je trouve que l'excitation du projet et comme j'étais convaincue de ce que j'allais faire, a aussi pris le pas sur le poids sur les épaules. Tu vois, c'était en mode, ok, bah, c'est une question de posture, de leadership et tout, mais vas-y, parce que dès que t'en parles, en fait, ça prend aussi. Donc, j'avais quand même déjà un peu ce product market fit, tu vois, juste dans les conversations. Donc, je pense que ça m'a donné l'énergie d'y aller aussi. Donc, t'avais identifié le problème, t'avais identifié la solution que tu pouvais apporter, t'avais déjà une idée, un plan à peu près clair. Ouais, plus ou moins. En fait, je suis un vrai petit diesel. Moi, je suis pas trop fonceuse, tu vois, je suis plutôt cérébrale. Du coup, je pense que ça m'avait aidé parce que déjà, à mon rang de prestataire de service avec les un ou deux clients, j'avais itéré des petites choses, j'avais compris. Donc, je pense que ça m'a aidé à aller prendre cette posture-là. Tu vois, j'y suis pas allée tout de suite avec juste l'idée, bam, je vais délivrer le truc. Non, j'avais déjà commencé des petites choses dans mon coin, on va dire, de façon exécutive. Mais un truc qui est vachement bien, c'est que quand tu fais de la prestation de service, très souvent, ton premier client, il est déjà dans ton entourage proche. Ouais. Et ça, on l'oublie. On l'oublie quand on lance de la formation, c'est un peu plus complexe parce qu'en effet, il va falloir. Enfin, c'est pas plus complexe, c'est juste moins évident. Soyons précis. Mais il va falloir aller se le gratter le premier client. Il va falloir quand même. Il y a un travail de setup. Prestat de service. Très souvent, tu démarres ta boîte un mois après avoir démarré de bosser parce que tu as commencé à bosser et au moment où tu le factures, c'est à ce moment-là que tu déposes, tu crées ta boîte. Mais moi, mon premier client, c'était ni plus ni moins que mon ancien maître de stage. Et c'est lui qui m'a botté le cul en disant monte ta boîte. Dans tous les cas, arrête ton école d'ingé, t'as plus envie d'y aller. On voit que tu aspires à d'autres trucs et tout. Et donc là-dessus, si on veut monter du service, moi j'ai envie de dire, cherchez pas midi à 14h. C'est assez simple, c'est autour de vous, quel problème vous pouvez résoudre, quelles solutions vous pouvez apporter, et allez vous adresser à des personnes qui vous font déjà confiance, aussi bien sur la partie professionnelle que sur la partie humaine. Et si déjà on fait ça, on gagne des mois, voire des années. Et du coup, on entame un petit peu moins son chômage, le fait d'attendre, parce que tous les mois, on est payé par Pôle Emploi ou équivalent, je sais plus quoi, France Travail, je crois. Je pense que moi, je suis une des rares à m'être lancée sans chômage. Moi, j'y suis allée en mode kamikaze, il y avait 0, donc tu devais y aller. Voilà, ben voilà. Et mais en tout cas, ouais, la prestation de service, très souvent, on connaît déjà son premier client. Enfin voilà, si vous avez pour un projet de création d'entreprise, le premier client, il est déjà dans votre WhatsApp. Ça, c'est sûr. Toi, Ludo, tu as lancé l'accompagnement. C'est peut-être moins évident. Ton premier client, il était où? Tu as dû aller le trouver sur Internet? Alors en fait, à la base, j'avais quand même lancé un business de formation dans la productivité. Oui. Je ne m'étais pas lancé dans l'accompagnement de base. J'avais d'abord un blog, je résumais des bouquins. En gros, ça fait depuis mes 20 ans que j'ai envie d'entreprendre. Je l'ai fait j'ai acheté de l'IMO, j'ai acheté de l'action, j'ai fait des trucs comme ça, mais jamais de lancer le business pur. Mais je suis rentré par la voie du blogging en fait. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre les skills qu'il fallait en copie, mailing, monter un site, tout ça. Et du coup, je vendais des formations en productivité. Et dans ce lot, c'est là où j'ai trouvé ma première cliente pour l'accompagnement, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait le switch un peu plus naturellement que de lancer de but à blanc sans avoir jamais lancé quoi que ce soit. En fait, donc j'avais déjà une base existante, mais que j'ai dû créer pendant un an et demi avant, tu vois. Donc c'est un peu co-construit. T'as co-construit avec tes clients qui étaient pas au final sur le produit que tu fais aujourd'hui. Mais tu as identifié le problème et c'est là où après tu les as. Mais pourquoi? Parce qu'ils t'attribuaient de la confiance. Ils avaient déjà signé chez toi pour un truc, ils te trouvaient sympa. T'as lancé mais du coup mais du coup les premiers clients, on va dire, c'était pas dans l'accompagnement, c'était dans la formation. Et effectivement, c'est pas évident à vendre. Mon premier produit, c'était à 27 balles, un livre formation livre, tu vois, un livre où tu as des exercices dedans et en même temps il y a un mail qui partait par jour pour faire 21 jours d'habitude. Ah oui. Et c'était associé à ça. Enfin, c'était un truc, c'était pas mal. Je m'étais amusé un peu. Et du coup, c'était ça le premier produit. Et après, c'était une formation à 300 balles, je crois. Et c'est tout. Mais fallait quand même les vendre. Et tu le voyais. Fallait quand même y aller en termes d'argumentaire, de page de vente, de machin. C'est pas, tu t'envoies un mail et c'est fini, quoi. C'est un peu ingrat parce que c'est au moment où tu as le moins d'expérience.
que tu as le moins aussi de personnes pour aussi aller te tester, que tu dois créer un truc from scratch. Parce que après cette phase-là, on est que dans l'itération. Après, on fait que adapter, on continue. On augmente, on réduit, on pivote de quelques degrés. Après, c'est beaucoup moins ingrat. Mais ouais. Et moi, ce qui me dérange, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait une grosse tête quand j'ai dit idéation. C'est le fantasme de l'idée dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai des potes de l'école. Souvent, maintenant, ils voient mes réels, ils me voient passer sur YouTube ou quoi. Ils disent, ah, au fait, du coup, j'ai une idée de ouf. Alors moi, je leur dis, oh les gars, moi, je sais pas faire les idées de ouf. Je sais, si tu veux résoudre un problème, je peux t'aider à le rendre évident ta solution. Mais alors, les trucs hyper ingénieux, moi, je sais pas faire, désolé. Je travaille pas dans l'innovation. Est-ce que vous, parce qu'en fait, ce que l'on fait, c'est relativement simple au final, et pourtant on a de belles boîtes, on est content de faire ce que l'on fait. Moi, je me rappelle, j'avais été à une conférence chez The Family à l'époque, tu vois, quand je bossais en start-up. Et Rue du Petit Oussama, il Riche. avait dit sur... Ouais, c'est ça. Et il y avait du coup le King, Oussama, dans sa maison, qui disait une idée, ça vaut rien. Moi, j'ai plein d'idées tous les jours. Tant que t'as rien fait, tu peux avoir 10 000 idées si on te la vole. Et ben, celui qui te la vole, il a raison. Parce qu'il va aller itérer le truc et il va aller le tester. Donc, parce qu'il y en avait beaucoup qui disent, j'ai eu l'idée, Bertel m'a dit, tu vois. Et en fait, à l'arrivée, non, ouais, t'as 10 000 idées. Et je pense qu'après, plus t'es entrepreneur, des idées, on n'en manque pas. En fait, dans nos business et dans les douleurs qu'on règle tous les jours, on pourrait créer des side business, je pense, toutes les semaines, si on parle entre nous. Et au final, on le fait pas parce qu'après, c'est une question de focus et c'est quoi la vraie mission derrière. Mais en fait, ouais, ça vaut rien. Des idées, on en a plein. Et après, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière? Si tu poses pas l'action. C'est clair, mais souvent, moi, quand j'ai l'impression d'avoir une idée, je sais pas ce que vous en pensez. Souvent, quand je dézoome, je dis, OK, attends, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Pourquoi j'ai des idées? Pourquoi je veux faire de nouvelles choses? C'est juste que je suis pas en train de vouloir bosser sur le truc qui compte vraiment, quoi. C'est le syndrome de l'objet brillant à toi-même, tu sais. Te le mettre toi-même. L'herbe est plus verte ailleurs. C'est exactement ça. Toi, Ludo, par exemple, je t'ai coupé au niveau des idées et du coup, comment tu gères? Parce que toi, t'as des gens qui viennent, ils ont déjà une expertise, je crois, quand ils viennent te consulter. Ouais, exact. Avant juste de parler de ça, je voulais juste dire que l'endroit le plus riche du monde, c'est au cimetière. C'est là où il y a toutes les idées de tous les gens qui avaient les plans pour faire je ne sais quoi, tu vois. Exactement. Voilà. Ouais, ils ont des idées, ils en ont beaucoup, hein, des idées. Et ils en ont souvent trop. En vrai, c'est une question de positionnement après, comme d'habitude. Oui, tu peux avoir 50 000 idées et révolutionner la Terre, mais au final, qu'est-ce qui fait le plus sens à l'instant T et qui a le plus de potentiel aussi de marché et qui a aussi pour moi, après c'est biaisé parce que c'est dans l'accompagnement, mais moi je pars du principe que si tu n'as pas de sens dans ta vie avec ce que tu fais, ça va être compliqué d'infuser l'énergie dans ta com, d'avoir quelque chose qui tient la route. On en parlait avant dans le podcast avec Romain, la confiance. Moi, je vois quelqu'un qui se lance par opportunité, je lui porte moins d'intérêt que quelqu'un qui a une histoire en lien avec ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. La backstory, exactement. Voilà, on parlait de branding, ça part de là. Donc, pour moi, les idées, faut juste à un moment donné, ça accepter que tu peux pas tout faire et être un peu plus rationnel sur, ok, si je veux pouvoir, entre guillemets, pouvoir mettre en place toutes mes idées, potentiellement, il va falloir que je mange, que je respire correctement, et pour ça, je vais en choisir une, celle qui me ramènera le plus, autant personnellement que d'un point de vue pécunier. Et ensuite, potentiellement, je peux me faire plaisir avec des loisirs sur les idées à côté, quoi. Je partage à 1000%. Et après, c'est toujours un peu comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. Il y a la bonne et la mauvaise idée, quoi. Vous, par exemple, une idée red flag, ça pourrait être quoi? Là, vous avez un pote qui vous dit, je veux monter un business, j'ai une idée. L'idée, c'est nanani, nanana. Qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est une idée complètement red flag? Marine? L'intention que tu as derrière. En fait, la vraie raison de pourquoi tu as l'idée, est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est pour l'argent? Et comme il dit Ludo, en fait, c'est quoi, tu vois, l'alignement que tu as avec l'idée? Et est-ce que ça vient vraiment nourrir quelque chose? Donc, si tu pars de zéro, évidemment, tu peux avoir plein d'idées. Donc là, c'est statuer, comme il disait, c'est quoi qui va te rapporter sur les deux plans, perso, pro, financier, tout ça. Mais derrière, quand après t'es lancé, c'est qu'est-ce que ça vient nourrir? Moi, ça m'était arrivé une fois, j'avais commencé une formation en ligne parce que j'étais CM et j'ai accompagné des gens dans l'ésotérisme. Donc, tu vois, c'est une cible, gagner sa vie, c'est antinomie, croyance sur l'argent, etc. Donc, je m'étais dit, trop bien, j'ai lancé ma propre formation, nanana. La réalité, c'est que je voulais pas du tout être CM dans ma vie. Je détestais être coach Insta et j'étais en train de shifter sur le care, justement. Mais comme j'avais passé 1 an et demi à faire du CM, j'ai dit, je vais capitaliser quand même. Je vais pas passer tout ce temps et juste lâcher le truc. Donc, l'idée de la formation, c'était par ego j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, je vais le faire, tu vois. Et en fait, j'ai eu cette conversation dans un mastermind et la fille me dit, mais là. Je vais laisser parler Ludo, mais moi, ça se rapproche de ton truc. Ludo? Moi, j'ai une approche similaire à Marine, mais je rajoute juste que, en général, quand tu as une idée, tu as juste la perception que l'idée que tu as en ce moment même et vers laquelle tu veux aller t'apportera plus de plaisir que d'inconvénients par rapport à ce que tu valorises aujourd'hui.
Et du coup, je t'ai coupé l'herbe, Gérald, ou... Ouais, j'allais dire le prix à payer, mais c'est exactement la même chose. Ouais, C'est ça. tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, et du coup, tu fantasmes le truc. Et pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Et j'ai un pote qui, pour le coup, il a toujours une idée. Ça fait 5 ans que, franchement, il est soudeur, mais c'est une machine. Il fait de l'art dans la soudure. T'as jamais vu ça. Il te fait tout ce que tu veux. Et ça pourrait se vendre des milliers d'euros dans des villas, des trucs de fou. J'ai déjà voulu lancer le business avec lui. Il y a toujours rien, tu vois. Et à chaque fois, il me revient avec une idée. Et en fait, c'est juste que c'est pas fait pour lui. Il est pas entrepreneur, il le fera pas. Et puis, il voit pas tout ce qu'il y a à mettre derrière. Et à chaque fois, je le questionne. Je lui dis, OK, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. On le fait pas. Et en fait, tu vois que il est pas conscient du prix qu'il a à payer, et qu'à chaque fois qu'il met le pied dans le truc et qu'il voit, ah ouais, en fait, il y a ça, boum, il arrête. Et à un moment donné, ça va revenir et il va arrêter. Et en fait, pour moi, c'est est-ce que tu es conscient vraiment du prix à payer et qu'est-ce que ça demande vraiment de faire. Mais ouais, parce que des idées, c'est pas compliqué, quoi. 100% aligné. Du coup, les amis, je n'ai rien à rajouter. La phase 2, c'est rendre tout ça réel et donc du coup mettre cette fameuse casquette sur sa tête, cette casquette d'entrepreneur. Et c'est une phase qu'on appelle la phase de go-to-market. Donc l'enjeu, c'est de faire de cette idée, même peut-être, j'ai envie de dire, si on squeeze ce mot idée, cette intuition de business, une réalité. Et donc cette phase de go-to-market, en termes de marketing, c'est déjà essayer de trouver un positionnement. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est le positionnement et à quoi ça sert, Ludo, s'il te plaît? Le positionnement, pour le faire très simple, c'est à quoi est-ce que tu veux que le marché t'associe en termes de résolution de problèmes, en termes de services, en termes de produits. C'est qu'est-ce que tu fais, pour qui, et potentiellement comment tu le fais. Le mécanisme, en gros, que tu utilises pour aider les clients à passer du point A au point B. Et pour moi, c'est le plus dur, le positionnement. Et ça, du coup, en termes de méthodologie, parce que là, on a encore croisé personne. Toi, tu recommandes quoi? Par quelle phase je dois passer? Est-ce qu'il y a des ateliers que tu recommandes? Est-ce que j'ai une intuition et puis j'y vais et puis on verra? Stratégie Inch'Allah, quoi? Ou autre chose? Qu'est-ce que tu conseilles dans cette phase-là? Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un mix entre l'histoire de la personne et les compétences qu'elle a. Et si elle peut avoir le réseau aussi, c'est encore mieux. Donc en fait, on peut le faire de deux façons. Soit on est vraiment pur prestat de service, et dans ce cas, à la limite, l'histoire, c'est peut-être pas forcément le plus important, même si pour moi, ça l'est quand même, mais tu pourrais très bien faire sans. En fait, c'est quelles sont mes compétences aujourd'hui et qui a besoin de ça, tu vois. Et par rapport à ça, comment est-ce que moi, je peux aider ces personnes-là avec toutes mes compétences? Et là, tu as un positionnement où je m'adresse à ces personnes, j'ai ces compétences, j'utilise cette méthode pour les aider, et voilà. Est-ce que si on prend une personne... Ouais, ce truc-là, au départ, c'est une hypothèse. Ouais, de toute façon, tout est un positionnement, il est validé que quand ça a vendu, pour moi. Donc, dans tous les cas, c'est des hypothèses, il faut les valider, invalider, dans tous les cas. Quand tu commences à partir déjà de ça, tu as quand même beaucoup de chances que ça fonctionne mieux que si tu partais de « je vais accompagner ces gens ». Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent en fait, d'accord, mais je vais me couper de plein d'opportunités si jamais je suis trop spécifique? Parce que nous, on bosse à fond sur le fait de rendre spécifique un positionnement. De toute façon, je pense vraiment que c'est la clé là-dessus. Je pense que tu es plutôt aligné, Ludo. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui disent non, mais je vais me couper plein d'opportunités? Si on vient me voir moi, je fais des logos, mais si on vient me voir pour faire un site internet, c'est dommage de me couper de cette opportunité-là. Sauf que, en fait, il y a des personnes qui, eux, sont spécifiques et qui vont pouvoir montrer à la personne qui veut un logo que ça va être la meilleure personne, et que toi qui fais un logo, un site web, un moodboard et je sais pas trop, des flyers et des enseignes sur façade, elle va choisir la personne qui est la plus spécifique par rapport à son besoin. Et pour moi, tu vas à chaque fois aller vers la personne qui est la plus spécifique. Pareil, tu vas dans un resto, il fait des fruits de mer, il fait des pizzas, il fait des tacos et des burgers et des donuts et des sushis. Je suis pas sûr que tu vas aller manger dedans. Et pour moi, c'est un peu pareil dans nos métiers. On va aller vers la personne qui est la plus spécifique par rapport à nos besoins, parce que de une, elle le comprend, de deux, elle peut nous parler dans notre langage, elle sait ce qui prédomine nos pensées, elle sait ce qu'on valorise vraiment, elle sait ce qui est important. Alors que la personne qui fait de tout, c'est impossible qu'elle soit aussi précise que la personne qui, nuit et jour, passe son temps à réfléchir à ce problème de logo, par exemple, si on prend les logos, tu vois. Donc, on est de toute façon perdant là-dedans, et on gagne de plus pricing, aussi. Parce que dans le positionnement, il y a une notion de pricing. Plus on est spécifique,
plus on peut pricer cher parce qu'on a de suite une sorte d'expertise perçue qui est supérieure, quoi. Parce que si on fait tout, et en effet, on passe un peu pour, on passe pas pour un expert. On n'a pas ce statut de fait, quoi. Clairement, mais c'est comme, enfin, pour moi, on attaque le marché par le haut et pas par le bas. Si on prend une pyramide, tu vois, le bas, c'est la masse, c'est tout le monde, et la masse, c'est tout le monde. Si on prend des médecins, par exemple, bah, c'est le généraliste à 25 € la séance. Je sais pas combien ça coûte aujourd'hui le médecin. Et le spécialiste en haut, bah, ça va être le chirurgien qui te fait un remplacement d'un pacemaker, tu vois, enfin, qui te met un pacemaker. Bon, bah, lui, il va potentiellement prendre 1000 fois ce que te demande le généraliste, tu vois. Et pour moi, une personne dans l'accompagnement, déjà, elle n'a pas l'épaule pour marketer un produit. Ça dépend. Il y a des gens qui sont hyper community, qui arrivent à emmener la foule, mais de façon très générale, ça reste des anomalies de marché, ces gens. La majorité des personnes, ils n'ont pas le bagage pour, et donc, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent attaquer un marché par le haut avec une spécificité, un pricing plus haut qui leur demande d'avoir moins de clients du coup, parce que naturellement, ils peuvent faire quelque chose de plus haut de gamme, et donc mieux vivre, avoir plus de facilité à suivre les clients, avoir plus de résultats aussi, et donc petit à petit, vont descendre la pyramide parce que ils vont pouvoir aussi scaler, et on en reviendra après dans la prochaine phase, je pense, pour pouvoir ici c'est une vocation aussi, hein, tout le monde ne veut pas ça, pour aller chercher plus de monde et peut-être plus large et étoffer son portefeuille, mais en gardant l'expertise, tu vois. Merci Ludo. Et toi Marine, comment tu vois le truc dans le delivery? Ça y est, j'ai mon premier client. Moi, je remarque un piège souvent. C'est mon premier client, donc je cadre mal et je sais pas où commence la presta, où elle s'arrête. Après, il y a une notion aussi de comment je l'améliore dans ce truc-là où en fait, je suis encore un peu en train de tester mes skills parce que si je suis dans le service ou dans l'accompagnement, peut-être que je l'ai fait pour le compte de quelqu'un d'autre. J'étais peut-être le coach sous-traitant d'un infopreneur. J'étais peut-être la personne, le média buyer d'une agence. Je décide d'être média buyer à mon compte ou d'être coach à mon compte. Je deviens entrepreneur. Donc, ça change quoi dans la posture et dans le cadrage client? Bah, t'as deux choses, en effet, c'est est-ce que tu pars de zéro ou est-ce que tu pars pas de zéro? Pour ceux qui partent pas de zéro, c'est, en gros, essayer d'évangéliser qu'est-ce que j'ai appris ailleurs? Là, tu parlais du prestat de service, comme moi, ça a été mon cas. C'est d'arriver de dire, OK, par quoi on est passé et comment j'universalise le fait de ces étapes-là, comme ce qu'on est en train de faire dans ce podcast, c'est-à-dire, voilà, c'était quoi les phases de croissance, c'était quoi les phases de build et par quoi, en fait, comment je peux en faire une méthode? Et ça, c'est cool parce que tu as de la data. Et t'es passé aussi par le chaos, t'es passé par les phases de consolidation. Tu sais déjà psychologiquement ce que tu peux amener ou pas au client et ce qui est faisable. Donc, je dirais que là, tu as un temps d'avance parce que tu peux mapper le parcours client et tu peux savoir dans la presta qu'est-ce que tu peux proposer à certains endroits et tu peux commencer à cadrer parce que tu as déjà peut-être écumé des choses dans le passé où tu sais que là, c'est trop de personnalisation, donc ça, il faut augmenter le coût de la presta parce que c'est au cas par cas. Que là, non, en fait, ça va pas te prendre beaucoup de temps parce que c'est bon, t'es rodé. Donc, tu vois, déjà, ton parcours client, tu vas l'aborder beaucoup plus sereinement parce que tu as déjà fait quelque chose auparavant. À l'inverse, j'accompagne des fois des gens, enfin, en tout cas, j'en ai vu, qui lancent des accompagnements de zéro, ils ont encore jamais fait. Tu vois, ils ont l'idée. Donc là, c'est différent parce que si toi, t'as déjà fait peut-être du coaching individuel, tu veux passer au collectif, déjà, c'est plus facile parce que tu l'as déjà fait en individuel, donc tu as déjà eu des échanges avec ton avatar. Mais si vraiment tu pars de zéro, justement, c'est projette rien. Projette la version idéale de un onboarding, suivi offboarding, c'est-à-dire dans le sens où tu vas arriver en disant, faut un petit mail de bienvenue, un petit mail de confirmation de paiement. Tu vas faire vraiment, on va dire, ton B à bas dans qu'est-ce que je peux mettre un peu de cœur. Mais par contre, sur le fond, tu vas le co-construire. Tu peux pas anticiper les besoins des gens. Donc, tu vas avoir une trame. Comme il disait Ludo dans ton positionnement, c'est point A, point B, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ces gens-là, c'est quoi la transformation que je vends. Et après, tu sais pas comment tu vas le faire. Et parce que tu sais pas encore ce que l'autre il va te donner en face et par quoi il va passer. Par contre, là, t'es en mode, souvent je dis, t'es en mode découverte, quoi. Donc, il faut que tu notes tout dans cette phase-là avec les gens que tu accompagnes pour justement avoir cette data que t'as pas puisque justement tu pars d'un disque vierge dans ta tête. Ouais. Donc comment tu l'as créé. Donc j'ai envie de dire ça va dépendre de ta typologie de lancement et ce que tu as déjà fait avant ou pas avant d'en arriver à lancer peut-être ton accompagnement, quoi. Et dans les boucles de feedback, comment tu challenges ce qui est un signal faible d'un signal fort? Tu vois, d'un feedback que j'ai eu que je dois pas considérer, de peut-être juste une perception que j'ai eue mais qui est vraiment ultra importante à implémenter
Ah, je dois vraiment mettre à jour ce que je délivre après. Ouais. Bah, en fait, j'essaie toujours de faire le ratio de est-ce que c'est une personne qui me le dit ou est-ce que c'est 10. Donc, tu vois, ça va dépendre un peu déjà du quota de gens qui le disent et du ressenti et de la valeur perçue. Donc, en fait, l'analyse, c'est se dire, OK, est-ce que j'ai plutôt un profil, bah, par exemple, qui était pas à l'aise avec le digital. Donc, du coup, elle a pas aimé ma plateforme sur laquelle j'ai hébergé, fait les lives et tout. Mais une fois que je lui ai fait un tuto Loom, ça l'a débloqué. Donc, OK, ça montre que ces profils-là, en fait, c'est pas des vrais trucs à adresser. Je fais un one-to-many, j'adresse le truc, tu vois. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est là, ah ouais, mais personne n'a compris quand j'ai parlé, je sais pas, justement du positionnement. Donc la façon dont je l'ai présenté, c'est pas bon. En fait, dans le discours, il faut que j'aille reclarifier parce que j'ai un avatar qui derrière a besoin peut-être plus de métaphores, plus de concret ou un suivi là-dessus, un exercice pour passer à l'action. Donc tu vois, en fait, c'est toujours le ratio de 20. En fait, il y a combien de gens vraiment qui te demandent le truc et toi, tu peux trancher en disant, bon là, c'est un cas isolé, je vais pas mettre de l'énergie là-dedans. Là, par contre, c'est beaucoup revenu, c'est la majorité du groupe qui me le dit, donc je vais le faire. Et je pense qu'au début, c'est franchement demander le feedback à chaque session, chaque semaine. C'est vraiment, va le chercher si t'as jamais fait ça avant, ne pas avoir peur, parce que souvent les gens, ils ont peur justement du retour si c'est négatif, vu que c'est un peu du bêta-test et c'est pas parfait, mais on s'en fout, puisque en fait, si c'est pas parfait, tu l'as potentiellement pas vendu au prix fort, ils s'attendent pas à un truc de ouf non plus, ils savent que c'est une première session, tu l'as probablement dit en appel de vente, donc en fait, tout ça, ils sont plutôt contents, en fait, de collaborer et leur demander leur considération client. Donc, j'irais aussi de s'affranchir de ça, tu vois, pour arriver à le co-construire. Très clair. Jouer la transparence. Dans tous les cas, au départ, si Ouais. on va aller recruter son premier cercle comme client ou comme prescripteur, on dit voilà, je me lance, j'ai déjà plusieurs mois d'expérience, plusieurs années d'expérience en tant que collaborateur ou j'ai déjà fait d'autres choses, etc. Mais en gros, je me lance, donc du coup, j'ai besoin de toi pour co-construire ce truc-là. C'est hyper gratifiant en plus pour la personne qui vient en tant que co-constructeur, premier client, etc. Si on lui dit pas, il va se sentir lésé. Donc ouais, c'est clair. Et souvent, on sous-estime aussi la bienveillance naturelle des gens. Quand tu dis je lance mon truc, et ça on sous-estime de dingue parce qu'on veut le truc parfait. Normal, on veut vendre et tout, mais on n'est pas la NASA la première semaine de notre boîte, quoi. Au départ, c'est un peu le chaos, et puis ça va rester longtemps, hein, breaking news. Mais clairement, c'est sûr. Ouais. Et du coup, c'est aussi des profils, des fois, qui vont se comparer avec ce qui se fait sur le marché. Mais si tu te compares ton accompagnement à celui qui est là depuis 5 ans, qui fait ses ads, qui est numéro 1 dans son secteur, bon, bah, à un moment donné, tu te mets toi-même la balle dans le pied, tu vois, à te comparer avec un truc qui est pas comparable. Personne ne fait une V1 d'un programme comme le gars qui est en top ads et qui a X clients par mois, tu vois. Avant d'en arriver là, il a fait la même V1 que toi. Donc, en fait, il y a aussi remettre du ratio là-dedans. Peut-être que tu as l'ambition d'être numéro 1 dans ton secteur, c'est très bien. Mais du coup, ça, il faut accepter. Toi, tu te dis souvent ça dans le mastermind, mais il faut accepter d'être gaulois avant d'être romain. Mais c'est exactement ça. En fait, dans le delivery, tu peux pas faire du parfait ou même si tu vends du high ticket, non, tu es obligé de passer par cette phase de co-création avec tes clients. Et il faut pas idéaliser non plus ce qu'on voit. Oui, parce qu'après, des fois, tu rentres dans des programmes où, en fait, tu penses, ouais, exactement. Des fois, tu dis, ah, ça doit être dingue et tout l'intérieur, et tu rentres, en fait, il n'y a pas forcément 10 fois plus de choses que ce que tu as déjà mis en place aussi. Ouais, il y a un ratio de ça. Faut faire gaffe à ça aussi, tu vois. Et Marine, tu parles de la quantité, justement, de ce qu'on délivre, là. 10 fois plus de choses. Alors, justement, moi, c'est un point sur lequel je mets souvent vraiment l'accent. C'est, il faut pas piloter, alors, aussi bien dans le delivery que dans le market, hein, que dans le positionnement. Faut pas réfléchir à ce que l'on va proposer nous, mais on va réfléchir à ce que la personne a réellement besoin. Dans le positionnement, je pars toujours du problème client et non pas de mes compétences. Donc je pars de la demande et pas de l'offre. Mais dans le delivery, c'est pareil. Ce qu'on va obtenir au départ, dans cette phase de go-to-market, c'est de la preuve sociale, c'est du témoignage. Parce qu'on veut que ça soit plus facile pour la suite. Et donc du coup, se concentrer uniquement sur ce qui crée du succès. Tous les trucs que je sais, mais qui ne sont pas directement... qui sont intéressants. Nice to have, ok, très bien, vitamine, c'est intéressant de savoir qu'à tel endroit, si je fais ça, ça fait tel truc. D'accord, mais est-ce que ça crée fondamentalement le succès? Est-ce que 90% des fois, quand j'utilise ce truc-là, ça crée du succès? Oui, non. Si c'est non, je le mets de côté. J'en parlerai sur YouTube en gratuit, si je veux déballer ma science, mais je ne mets pas dans le produit. Ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves avec un truc qui n'est pas dilué aussi bien dans ton service que dans ton accompagnement. Tu n'as que des trucs qui vont taper dans le mille. Et donc, du coup, tu as un énorme succès client d'office parce que tu as plus d'implémentation et en plus, c'est plus sharp en termes de conseils. Et donc, tu as le meilleur témoignage et donc, tu alimentes ton marketing avec des témoignages des cas clients. Et ça, c'est absolument génial. On vend des transformations. Donc, c'est bien de pouvoir témoigner de transformations. Et moi, je vois entre la première formation que j'ai fait dans l'incubateur, il y avait une centaine d'heures de contenu. Et là, maintenant, l'Iron Strat, où au final, c'est 4-5 heures, mais ultra sharp avec beaucoup de ressources. Les ressources pour les consulter, il faut plusieurs dizaines d'heures. Mais c'est pas la méthode, c'est des ressources en plus. Et donc ça, en fait, je vois que le passage à l'action, il est bien supérieur maintenant qu'avant. Mais c'est normal. Au départ, je voulais faire un peu l'encyclopédie
pour être sûr que j'étais légitime à raconter mes trucs. Tandis que là, je sais exactement ce qui fonctionne 80% des cas. Et donc, du coup, je me concentre que là-dessus, quoi. Et ça, vraiment, c'est génial pour récolter du témoignage. Parce que pour valider bien le positionnement, bah, c'est la preuve de transformation. Ça valide notre cible, ça valide notre problème, ça valide notre mécanisme. Donc c'est absolument génial. Non, mais t'as totalement raison. Et je pense que au-delà même la notion de se rassurer soit sur la légitimité, il y a la notion de générosité, de vouloir en donner plus, pensant que ça va augmenter la valeur du produit ou augmenter, tu vois, la valeur de ce que tu vends. Et en fait, pas du tout. Parce qu'au final, ce qui se passe souvent quand on est trop généreux, on perd la personne parce qu'il y a plus de clarté tout paraît important, tu vois, pour la personne qui débute, pour ce que tu es en train de lui vendre. Donc, elle va dire, attends, mais est-ce que ça, c'est au même rang que ça? Donc, d'un ordre de priorité, elle va peut-être se défocus à se mettre sur une strate, mais qui est moins alignée avec la strate de départ que toi, tu avais prévu dans la transformation du client. Donc, en fait, tu la perds dans ce trop plein d'infos de tes multiples expertises. Et au final, tu crées un défocus, en fait. Et tu retardes la transformation et tu retardes tes social proof derrière en témoignage et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, tu te fais un effet domino qui est contraire à ce que tu voulais créer au départ. Et ça, je pense que c'est une fausse croyance quand on monte un programme de se dire, je vais en rajouter. Donc, en fait, non, plus tu... Ouais. C'est aussi un syndrome de l'imposteur des fois qui fait ça. Je me sens pas légitime à livrer ce que je livre, du coup je vais surdélivrer. Ou alors potentiellement ça peut aussi être un prix qui est trop élevé et du coup on va se sentir redevable auprès de la personne parce qu'on n'est pas forcément aligné avec le prix et donc on va essayer de surdélivrer, être tout le temps sur le client alors qu'en réalité il n'y a pas forcément la nécessité. Donc aussi c'est un juste milieu à trouver, mais souvent il y a des conséquences. Enfin, les causes de ce trop plein d'informations qu'on veut donner ou de cette surdélivrabilité, bien souvent, c'est en lien avec le prix trop haut et du coup, on n'est pas aligné avec et on va être derrière le client pour se justifier de ce prix-là. Ou alors, potentiellement, c'est un syndrome de l'imposteur qui est masqué et qui se retranscrit dans ce qu'on va vouloir livrer au client. Ouais, alors qu'en fait, le delivery, c'est la même strat que le marketing. C'est un avatar, une transformation, un produit. Enfin, on part pas dans tous les sens. Tu vois, le côté niche que tu disais dans le marketing, pour moi, c'est la même chose. Une fois qu'on rentre dedans, on est focus. On a un truc. Et c'est ce truc-là qu'on vient chercher chez toi et c'est tout. Et oui, ça suffit. En fait, tu vois, et c'est vraiment ce truc-là de non, je me ferme pas d'opportunité. Non, c'est pas grave si mon client, il achète un autre produit complémentaire parce que lui, il veut monter en compétence sur ce truc-là que moi, je fais pas. C'est OK. En fait, ça fait partie du jeu, mais il vaut mieux livrer un truc bien que 10 trucs mal. En fait, à l'arrivée, c'est un peu ça. Le positionnement, je me permets, mais il est pas fixe. Oui. Il évolue aussi. Faut pas l'oublier. C'est clair. C'est pas un acquis. Juste c'est ça. Et à quelle fréquence on se pose la question? À quelle fréquence on itère ce truc-là? Tout à l'heure dans le podcast qu'on a fait, dans ton podcast, dans l'épisode qu'on a fait dans ton podcast, c'est tu dis que toi tu t'es reposé une question sur l'avatar récemment. T'as refait ce travail basique et tout. À quelle fréquence on le fait? Moi, honnêtement, je remets le nez dedans tous les 90 jours. Mais ça veut pas dire que je le change. Mais à minima, je relis mes 31 pages, parce que ça fait 31 pages, de mon avatar, tu vois, juste pour me remettre le nez dedans. Et ça, sur la création de contenu, ça aide. Sur les idées, ça aide. Enfin, sur tout, en fait. Et il faut pas s'en couper. Alors bon, j'ai la chance de livrer mes clients encore aujourd'hui. C'est une volonté. Donc, je sais ce qui se passe chez eux. Et je prends aussi des appels de vente de temps en temps. Donc, je connais encore le sujet. Mais pour moi, tous les 90 jours, à minima, je remets le nez dedans. Et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va plus, là, potentiellement, je challenge l'avatar. C'est de l'hygiène. C'est rigolo ce que tu dis, Ludo, parce que je dis la même chose sur le delivery, sur l'amélioration continue. Je dis tous les trimestres, tu dois à un moment donné te poser en disant, OK, le produit là, est-ce que je suis toujours aligné avec telle vidéo? Est-ce que j'ai pas shifté moi aussi? Parce qu'en fait, t'évolues dans ta façon, dans ton expertise, ta façon de transmettre et tout. Et du coup, je pose ça avec mes clients. Je dis toujours, tous les trimestres, tu dois avoir l'hygiène de mon produit. OK, est-ce que je suis toujours aligné avec ce que je vends? Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai un truc à rajouter ou à modifier? Est-ce que c'est quoi les feedbacks qu'on a eu sur ce trimestre-là? Et en fait, ça te permet vraiment d'aller affiner et d'être au plus juste, tu vois, du besoin. Et en fait, moi, je fais la même chose. C'est trop bien de le ritualiser, ça t'évite de péter en cours de vol. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais j'aime plus ce que je fais, ça me gonfle. Et là, je vois, tu vois, cet appel de vente, j'ai pas envie de le faire. Le coaching de demain soir, j'ai l'impression d'aller au bagne. Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu t'es pas posé la question, tu t'es désaligné petit à petit, c'est un peu comme la montre qui se dérègle. Au début, c'est quelques secondes tous les 2 jours, et puis à la fin, c'est 1 heure par jour, quoi. Et donc, t'es plus du tout à l'heure. C'est ça, la question à se poser. Et je trouve que c'est vachement bien parce qu'on est beaucoup. Et puis, alors, moi, forcément, j'ai un biais parce que souvent, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont des trucs à résoudre dans le mastermind. Je vois trop des gens qui ont laissé justement couler le truc et qui pètent un plomb, aussi bien dans le marketing que dans le produit, dans la finance, c'est pareil, et dans les ressources humaines, c'est aussi c'est les 4 pieds de la boussole.
les 4 points de la boussole, je le vois. Mais c'est vrai, trop souvent, on oublie de se poser la question de, ok, est-ce que voilà, est-ce que enfin, un check-up quoi. Ouais. Clairement. Je vous propose du coup de passer à la troisième phase. C'est la phase qu'on appelle la phase de prescale. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu la phase où on dépollue un petit peu, on fait le point. Comment vous voyez ça, Marine, toi dans le delivery, comment ça se passe la phase de prescale? Ça y est, j'ai délivré mes premiers clients, je sais ce qui fonctionne. C'est quoi l'étape d'après? Bah, là pour le coup, tu peux travailler ta forme et plus ton fond. C'est-à-dire, tu rentres dans un truc où tu te dis, ok, si demain je rentre 50 personnes, est-ce qu'elles sont toutes logées à la même enseigne? Et est-ce que j'ai la capacité de le faire, tu vois? Parce que maintenant que j'ai compris que le fond, ça fonctionnait, le problème, je sais le résoudre, les gens, ils ont eu des résultats, bon, c'est bon, ma légitimité, elle y est. Mais maintenant, comment je fais pour être le meilleur dans ça? Bon, bah là, maintenant, faut mettre les petits plats dans les grands, tu vois? Faut commencer à se dire, c'est quoi mon point différenciant et qu'est-ce que je leur apporte que les autres leur apportent pas. Et là, tu peux vraiment te poser les questions de, est-ce que je délègue une partie des coachings et je mets de l'individuel ou pas en plus du collectif? Est-ce que je rajoute tel module de tel truc? Ok, je vais brander ma plateforme parce que là, maintenant, ces vidéos, je sais qu'elles vont pas bouger. C'est vraiment propre avec le besoin du client que j'ai accompagné. Tu vois, c'est vraiment, tu vas commencer à structurer. Et après, système de suivi. On oublie le petit Google Sheet, le Notion ou le vieux CRM de vente dans un coin qui nous permettait de faire le suivi parce que, oh, bah, ils étaient 12. C'est facile de retenir 12 personnes. C'est plus difficile d'en retenir 300. Donc, du coup, là, c'est commencer à se dire, OK, si je pousse ma machine, maintenant que je sais que j'ai le potentiel pour le faire, est-ce que je commence pas à me créer un petit système un petit peu plus fort? Je le fais pas le truc parfait. J'attends juste de dire, OK, déjà, si je prends une première vague, je sais l'amortir. Et après, si j'ai d'autres problèmes, bah, comme on dit, c'est des problèmes de riches. Donc ça, après, tu fais évoluer le système et c'est OK, c'est les bons problèmes à les résoudre, tu vois. Mais moi, j'irais, aller câbler ça, quoi. Vraiment mettre la mise en forme et pour que derrière, quand on arrive, on sait, OK, c'est bon. Je suis dans le momentum d'achat et j'y reste, tu vois. Je trouve intéressant de faire un stress test dans cette phase-là du business, de dire, OK, si j'ai 10 fois plus de clients, 10 fois plus de coachs, 10 fois plus de trucs, où est-ce que ça pète? Ma tuyauterie, elle est capable d'encaisser 1 bar de pression. Quand j'ai 10 barres de pression, est-ce que j'ai mes lavabos qui pètent, mes éviers qui fuient? Comment ça marche? C'est un truc qui est intéressant. D'ailleurs, c'est le genre d'exercice qu'on fait dans le mastermind, ça. Se poser la question voilà, de se mettre des stress. Quand t'es un G, tu le fais tout le temps, ça. De dire, voilà, comment je pousse le truc au max, dans l'objectif que ça n'arrive pas, mais en tout cas, de le prévoir. Donc, ouais, c'est de la bonne, c'est des bonnes pratiques. Et toi, Ludo, en termes de marketing, dans cette phase de prescale, qu'est-ce que tu recommandes? Comment tu dépollues? Alors, dans mon approche, il n'y a rien à dépolluer. Parce qu'en fait, on est déjà au plus lean possible, tu vois. Okay. Moi, ma façon de voir les choses, c'est tu as un réseau social et ça s'arrête là, quoi. Donc après, on ajoute un média long pour monter la crédibilité, l'autorité, faire jouer du co-marketing comme on est en train de le faire en ce moment même. Donc pour moi, on est plutôt dans une phase où on va ajouter un peu des choses d'un point de vue marketing plutôt que d'en enlever. Sauf si tu as déjà lancé le truc et en fait, tu as lancé un 5-day, une masterclass, un ci, un ça. Dans ce cas, OK, on va revenir à la simplicité et on va chercher un système qui marche. Mais si pour moi, tu es en full organique et que potentiellement, tu n'as pas encore lancé de média long, c'est le premier truc que j'irai faire. Potentiellement commencer à toucher à de l'amplification avec du média payant, avec un canal payant. Donc j'irai chercher le plus simple, un méta, pour lancer des ads, commencer à amplifier le système qui marche déjà, sans pour autant arrêter ce qui a fait qu'on a les résultats jusqu'ici. Parce que ça, pour moi, c'est le plus gros piège. C'est OK, on a un système qui marche en organique, on fait de l'inbound, on fait du contenu, ça nous amène nos 3, 4, 5, 6 clients par mois. On fait 10, 15 000 par mois, c'est bien. Du coup, on a un peu de trésor, on l'investit en pub. Et l'erreur, c'est d'arrêter, parce qu'on voit qu'on commence à avoir des calls qui tombent tout seuls. On commence à devenir l'embourgeoisement, le fameux embourgeoisement de Gérald. Et on arrête du coup de faire ce qui nous a amené les résultats jusqu'ici. Sauf qu'en vrai, notre système, que ce soit du Webi, de la VSL ou du 5-day ou ce qu'on veut, il est pas bon parce que c'est le premier qu'on va lancer. Donc, sauf si tu es vraiment un as et tu as du bol, ça marche, mais souvent, il va falloir changer 10 fois le message, 3 fois l'angle et ainsi de suite. En fait, ça ne marchera pas. Et l'erreur ici, c'est d'arrêter justement de faire ce qu'on a fait. Et ça nous amène des résultats en dents de scie que on arrivera à régler que lorsque on arrivera à comprendre que faut continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'ici. Très simple, très lean, mais en même temps ajouter quelque chose pour avoir une autre source d'acquisition, non pas organique mais payante pour moi. Moi, je vois le truc vraiment, c'est la phase de prescale, parce que les gens vont nous poser la question de, OK, mais comment je le sais à quel moment je sors de mon go-to-market? Pour moi, c'est au moment où on a testé plusieurs hypothèses,
euh, les unes après les autres. On a itéré sur certaines d'elles, etc. Donc, on a un peu une idée. Option 1, option 2, option 3, dans sa version 1, 2, 3, 4. Donc, je sais à peu près. C'est je kill tout ce qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas un potentiel de x10, aussi bien dans le delivery que dans le marketing. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, je dis je dépollue. C'est-à-dire que j'ai validé ou invalidé mes hypothèses. Ça y est, c'est cette phase-là où je vais arbitrer. Si je prends encore une image, j'ai jeté mes filets, j'ai mis mes filets, la marée était là, la marée se recule, je vais relever mes filets. Okay, c'est vraiment ça et je vais voir ce que j'ai attrapé dans la nuit. Voilà, lequel filet a été le plus pertinent. Je vais sortir de l'eau les filets qui n'ont rien amené et je vais garder ceux qui ont été assez profitables. Et là, pour moi, c'est ça la phase de prescale. C'est un peu le calme avant la tempête. Okay, je garde uniquement les trucs essentiels et performants. Top à la vachette, c'est le scale. C'est je vais pousser plus fort justement ces choses-là que j'ai gardées. Mon énergie, ma lumière n'est pas un néon, c'est un laser. Vraiment, et je bourrine le truc qui a déjà fait un petit peu ses preuves. C'est un petit peu comme ça que moi je différencie ces deux phases. Aussi, pareil, encore une image, c'est la journée. Pour prendre du muscle, il faut aussi prendre du gras. Et ensuite, quand on fait une prise de masse, on prend du gras, du muscle. Et ensuite, après, on fait une période de sèche, on va perdre le gras, on garde le muscle. J'ai un peu l'impression que ça fonctionne aussi comme ça dans le business, en tout cas dans la distribution. Mais ce que tu dis, Ludo, je suis tellement aligné que dans cette phase de pre-scale, on veut aller plus loin, on va à l'étape d'après, et on est persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on a mis en place, les certitudes qu'on vient de se créer, en plus à la sueur du front, parce qu'au départ c'est dur. On balaye tout du revers de la main et on se dit ah ben non, moi j'ai fait de la VSL, je sais très bien que c'est le challenge de 5 jours qui va m'amener des résultats. Et du coup laisse tomber la VSL et je vais sur un nouveau truc où j'ai aucune certitude. Si les gens veulent faire ça, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne pensent pas qu'ils avancent. Non, ils restent dans la même phase, à tester des hypothèses, mais ils n'ont pas avancé dans le public. C'est un truc de dingue. Et je pense aussi que niveau mindset, c'est de pas se dire il faut forcément que ça soit complexe ou dur. Enfin, je sais pas si t'as trouvé un truc qui fonctionne. Oui, ça peut être juste ça. Parce que moi, j'ai accompagné plein de gens qui, tu sais, dans le delivery, ils partent dans des trucs. Tu dis, mais pourquoi tu veux changer là? Là, on a un truc, ça marche. On t'en demande pas plus. Les clients, ils sont contents. Oui, mais oui, mais toi, c'est ton besoin. C'était peut-être besoin de renouveau dans le truc. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu vas me complexifier le truc? Qu'est-ce que tu vas te faire des nœuds au cerveau? Là, ça marche, ça se vend comme ça, à ce prix-là. On a augmenté même le prix, ça passe en closing, ça arrive, les gens ils rétractent pas, c'est bon. En fait, on n'a pas besoin de rajouter parce que tu vois, en fait, c'est genre juste aligné. La valeur, elle est là. Et des fois, tu vois un peu cette attitude de je me complexifie moi-même le truc, alors qu'en fait, si la strat elle marche. Ne touche pas à un truc qui fonctionne et juste va avoir peut-être, comme il disait Ludo, mets un petit truc à côté et tout, va voir ce que tu peux vendre. Moi, je dis souvent, viens, on peut voir ce qu'on vend après, ou on va faire un add-on, ou à la limite, mais même pas en fait. Là, déjà, il faut aller juste livrer ce qui fonctionne. Et c'est pas obligé d'être compliqué. Tu vois, dans le mindset. Et dans cette phase de prescale, il y a aussi un enjeu de standardisation. Je sais pas ce que tu en penses, Marine, au niveau du delivery, mais c'est à partir de là, on est beaucoup moins dans la customisation. On a une méthode, on l'a testée, on sait ce qui fonctionne, et c'est le moment en fait de la bourriner cette méthode-là. Ouais, carrément. En fait, et c'est ça qui est dur des fois à lâcher quand tu passes dans cette phase-là, c'est de dire ah mais parce que je personnalise moins ou ah parce que je donne un peu moins ou moi je suis un peu moins dans le programme aussi parce que des fois il y a un peu ça, tu vois, faire le shift de peut-être s'entourer de gens et commencer à se dire comment je vais déléguer à qui va faire quoi, etc. Ouais, t'as la sensation que ça perd en valeur alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Parce que tu gagnes en efficacité. Donc le fait que tu sois plus efficace, que tu sois justement dans ce truc lean, less is more, c'est ton mindset, c'est-à-dire que les clients, ils ont la transformation plus vite et mieux. Donc en fait, la vraie qualité du programme et la valeur, elle réside dans ça, elle réside pas dans le fait que moi je suis au centre de tout en tant qu'infopreneur, je fais la livraison et je mets des cœurs sur les i et je réponds toutes les heures et non. Vraiment pas. Et ça, c'est le piège dans lequel les gens tombent en se disant faut de la réactivité. Non, la réactivité, c'est aux antipodes de ce que tu dois créer. C'est plus universalisé, standardisé. Parce que surtout, si tu vises les 50 ou les 100 par mois. Et abonné, il faut que ça soit viable. Et comme il disait Ludo au début, c'est quoi ton hygiène là-dedans? Est-ce que tu es aligné avec tout? Est-ce que tu vas pouvoir survivre à tout? Et même écologiquement parlant, toi personnellement, qu'est-ce qui va se passer si c'est toi qui es au centre de tout? Tu vas imploser. C'est impossible, tu vois, aller chercher. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un enjeu, c'est un game de résilience. Et la résilience, c'est pas juste être un énorme bourrin de travail. C'est juste, en fait, c'est pas ta capacité à toi à encaisser des trucs. C'est juste le fait de produire des choses qui ne vont pas te consommer. On a tous un niveau de résilience commun. C'est juste qu'on s'adresse pas. On a des tâches qui sont beaucoup moins fit avec nous. C'est juste ça. Il y a des trucs, il y a des trucs sur lesquels moi je vais être hyper résilient
et Marine pas du tout et vice versa. Et ce sera pas les mêmes sujets. Est-ce qu'il y en a un qui est plus résilient que l'autre? Non. C'est juste qu'on a des trucs qui sont écologiques avec nous-mêmes et d'autres qui ne le sont pas, quoi. Force de travail, résilience, tout ça, souvent, on les prend pas dans le bon sens. Donc, je suis 100% d'accord. C'est pas écologique, ça tient pas. Et si ça tient pas, tu veux pas itérer. Si t'itères pas, tu réussis pas ni dans le marketing, ni dans l'entrepreneuriat. C'est là aussi où il faut se poser la question de est-ce que je veux scaler, tu vois. J'ai des clients, ça fait 2 ans, ils sont au même stade, mais ils le veulent, tu vois. Ils font leurs 5-6 000 euros par mois et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas aller plus loin. Donc en fait, si tu leur mets un système pour aller scaler, en fait, tu vas les tuer. Tu vas leur tuer leur plaisir actuel et leur business qu'ils ont construit, tu vois. Alors moi, je pourrais pas rester à ce niveau-là et je pourrais pas être dans leur position parce que c'est pas bon pour moi. Mais par contre, pour eux, ça allait, tu vois. Donc après, il faut aussi se dire, c'est pas parce que il y a les gros qui font du gros chiffre et qui vont scaler que pour autant il faut le faire, tu vois. Le prix à payer, encore une fois. C'est et pas fantasmer les résultats, tu vois. Moi, c'est ce que je challenge beaucoup en call quand les gens viennent à moi pour du delivery en disant OK, quid, parce que tu vois, il y a les gens, ils adorent la relation client dans la proximité, le côté intimiste d'un petit groupe. Et donc des fois, je leur dis mais est-ce que tu as un peu plus intérêt à pivoter sur du vraiment très high ticket? Tu te prends 10 personnes, tu te fais kiffer parce qu'en fait, t'aimes l'humain dans ton business, t'es vraiment là au cœur du truc. Et ça, et du coup, tu vas scaler plus par le panier moyen du client que dans le volume de clients. Et ça, c'est une vraie stratégie. Et je te rejoins, il y a plein de gens qui veulent aller dans le volume pensant que c'est la voie qui leur correspond. Et tu dis, non, là, quand je t'écoute parler, pour moi, vu les valeurs que tu me décris et la personne que t'es, si je t'amène dans le volume, tu vas imploser. Et après, on va se retrouver avec le système sur les bras, les clients sur les bras, et c'est pas toi qui vas les gérer. Donc, moi, je leur pose vraiment cette question-là. Tu vois, j'ai un atelier vision quand je démarre et j'essaie vraiment d'aller trigger ça chez la personne pour être sûr que on soit sur un truc qui va lui correspondre à 10 000% sur le long terme. Et c'est là où il faut aussi voir les stratégies marketing, tu vois. Une personne qui veut pas avoir de volume, ça sert à quoi de faire une VSL? Ça sert à quoi de faire un webinaire ou je ne sais quoi? Fais juste de l'organique, crée des relations, va chercher à créer du réseau à fond, rentre dans des masterminds pour trouver les clients que tu vas aller chercher et fais-toi voir là-bas. Tu auras plus d'opportunités de grossir ton business dans ce sens-là. Maintenant, on parle business. Tu prends un thérapeute ou une personne dans le coaching plutôt B2C, c'est pareil. Reste dans la relation que tu veux créer avec les clients pour les aider, tu vois. Et va pas mettre un système qui te permet normalement d'aller jusqu'à 150, 200 000 ou qui est pas viable sous les 20, 30 000. Quoi. La 4e phase, c'est la phase de scale. Donc ça y est, on sait ce qui fonctionne. On va pousser plus fort les curseurs. On va y aller. On a fait le boulot. On a fait un petit peu notre Sherlock Holmes et ça y est, on sait on a trouvé le coupable et on a trouvé surtout ce qui fonctionne. Et on avance. Très souvent, on a la croyance qu'à ce moment-là, on perd en qualité. On perd en qualité de ce qu'on délivre, qu'on devient un peu plus mass market. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fatalité, ça? Non. C'est absolument pas une fatalité. Après, je pense que c'est une question de vision. Au même titre qu'on disait ton positionnement, il évolue, toi, t'évolues. La vision du delivery, elle doit évoluer, tu vois, c'est un peu, ça va de pair, tout ça, c'est parallèle. Pour moi, en plus, je pense qu'aujourd'hui, la façon et les outils qu'on a de bosser, enfin, tu vois, quand t'es dans le digital, que ce soit les automatisations, que ce soit l'IA, enfin, le plein potentiel qu'on a pour justement continuer de faire de l'individuel en scalant, un peu de personnalisation, le bon humain au bon endroit, à aucun moment tu perdras en qualité. Et d'autant plus que, moi, souvent, j'ai des clients qui m'ont dit ça, tu vois, j'ai animé des communautés pour mes clients où on était 50 et tout d'un coup, on est passé à 300 en un an. Et tout le monde m'a dit, ouais, maintenant on est un peu un numéro parmi le groupe parce que c'est juste une valeur perçue de, je vois le groupe grossir, donc machin. Et je dis, ah ouais, tu trouves? Je dis, parce qu'avant, ils étaient que 2 à gérer tout le business. Ils avaient moins de temps à vous allouer. Il y avait un délai de réponse de 72 heures. Et en fait, c'était juste du top of mind. Ils prenaient jamais de nouvelles individuelles de chacun. Je dis, maintenant, on est 2 à temps plein sur le delivery et tous les jours, on est dans le school. Donc, à quel moment c'est moins qualitatif alors qu'on a des gens vraiment dédiés avec un vrai système derrière, automatisé, des questionnaires et tout ce qu'il n'y avait pas à 50, tu vois. Et en fait, c'est juste de la valeur perçue encore une fois. Et toi, c'est d'être honnête avec toi-même, de te dire, non, mais en fait, je fais le taf. Enfin, tu vois, à l'arrivée, et je le fais même mieux que quand j'étais solo en train de bidouiller à droite à gauche et mon marketing et mon delivery et ma vente. Enfin, à mon nez, t'es plus sharp, quoi. Donc, non, je pense que ça, c'est une fausse croyance, en réalité. Du coup, comment tu t'assures que le niveau de qualité perçu et réel, il suit tes attentes? Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, à ce moment-là, souvent, tu te déconnectes un petit peu du delivery. C'est pas une fatalité, mais ça arrive souvent que justement, tu mets des strates entre toi et la clientèle. Donc, comment tu t'assures de ça? C'est quoi les points de contrôle? On connaît le vieux NPS qui est vieux comme le monde. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que c'est un bon indicateur d'ailleurs? Enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est si toi, t'es plus garant, trouve un garant.
En fait, il y a un moment donné, ce rôle-là, il est important et ce sujet-là, il est important. Donc oui, t'es peut-être un marketeur. L'acquisition, ça te fera plus vibrer parce que c'est l'oseille qui rentre. Il y a un truc très d'adrénaline. Et moi, je dis souvent, la dopamine, elle est dans la vente et la sérotonine, elle est dans la livraison client. T'as besoin des deux, en fait, dans ton business pour être heureux, tu vois. Donc, il faut y aller, quoi. Faut aller le chercher, ça. Mais par contre, si t'es plus à même d'être forcément, toi, à la tête de ce pôle-là, trouve ta personne, déjà, pour être garant à ta place. Et transmets la vision. C'est quoi tes standards? Qu'est-ce que t'as pas envie qu'ils se perdent, que toi t'as créé peut-être quand t'étais au centre du coaching. Maintenant t'as des coachs, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on doit pas perdre là-dedans? Parce qu'en fait, il va te falloir un garant qualité. Et c'est toi qui vas mettre la norme de qualité de ton accompagnement, puisque c'est toi qui l'as créé, tu vois. Donc déjà, ça arrive à créer ça et trouver ce binôme. Et une fois que t'as ce binôme dans les stats, le NPS c'est bien, mais en fait ton NPS, si tu sais pas après détailler où est-ce que ça flanche et pourquoi t'as un NPS à, je te dis une bêtise, 50% au lieu de 80%, bah il faut que tu ailles le chercher. Donc pour moi, la stat, oui, le NPS c'est ton baromètre global, mais va justement noter les gens que tu as mis en place. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalues-tu le live avec Ludo? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu évalues la qualité des modules? Et ainsi de suite. Parce qu'en fonction des notes de 1 à 10 de chacun, si ton NPS il est à 50%, mais que tu vois que c'est Ludo le problème, parce qu'en fait, dans ces lives, il est juste pas clair, tu dis Ludo, voilà les remontées. Ludo, il s'améliore. Bam, le NPS, il passe à 60. Ok, j'ai compris. C'était mon intervenant qui comprenait pas. Il avait pas encore l'habitude de l'avatar. Je le fais monter en compétence. Si c'est mes modules, ok, c'est quel module qui revient? Prospection. Je retourne à prospection. Et en fait, tu mets la bonne énergie au bon endroit pour aller atteindre la satisfaction max, tu vois. Mais si t'as que la satisfaction, décorréler son contexte, c'est ok, qu'est-ce que je travaille là-dedans? Et pourquoi j'ai un mauvais NPS? Et 3/4 des gens, ils posent juste la question globale et ils vont pas gratter, en fait, toutes les parties prenantes du programme, tu vois. Donc moi, c'est ça que je vais chercher dans le scaling pour pas me perdre en cours de route et avoir un baromètre de KPI et pas juste du ressenti. Parce qu'au final, c'est ce qui se passe souvent. Métier d'une ancienne vie, je faisais du e-commerce. On avait l'équipe support, donc qui était en relation avec les clients post-achat, et l'équipe marketing qui était dans le même bureau. À chaque fois qu'ils se parlaient, l'équipe marketing sous-performait parce qu'elle était démoralisée des feedbacks, qui étaient des feedbacks constructifs, on allait chercher. Qu'est-ce que tu recommandes Ouais. par rapport à ça? Comment le Moi, delivery nourrit le marketing? Ouais, c'est une excellente question parce que moi, quand j'arrive dans les Slack des boîtes, je fais des canaux privés. Il me dit oui, moi, j'ai la transparence, je veux que tout le monde sache tout. Je dis alors moi, je t'explique. Personne va rien savoir du delivery. Parce que demain, quand je gère des litiges, des impayés et tout, je veux absolument pas que ton closer ait ça en tête. Par contre, je crée un autre truc. J'ai un canal, c'est les victoires. Et toutes les semaines, je viens marteler avec un Trustpilot, un témoignage vidéo, un retour dans la commu, ça. Et je viens réengager le fait de là, on change des vies. Nous, on est en train de vendre un accompagnement, c'est le meilleur du marché. Et je vais te remettre cette certitude dans la tête et je vais aller créer ça avec toi. Donc, le delivery, il est en contact. Je fais en sorte que les closers aussi souhaitent la bienvenue, tu vois, aux clients quand ils arrivent dans le programme pour faire la passation entre les deux pôles qui sont dans la communauté, ils voient ce qui se passe, etc. Par contre, tout ce qui est dirty shit, je leur mets pas la graine. Parce qu'en fait, le dirty shit, souvent, il est isolé. C'est pas représentatif, mais notre cerveau, lui, va retenir ça. Et c'est notre job d'aller le gérer et de pas le montrer. Et du coup, dans le marketing, par contre, ouais, j'ai des réunions souvent où j'interviens et où c'est moi qui vais te donner des idées, des trucs qu'on voit. Et parce qu'aussi, quand tu fais des témoignages et compagnie, ça vient nourrir le tunnel de vente. Donc, de toute façon, on est obligé de bosser main dans la main. Mais il y a de la rétention d'infos juste pour protéger l'efficacité et, tu vois, la confiance qu'il y a dans le truc. Parce qu'en fait, sinon, ça vient de polluer inutilement. Et parce que c'est juste des rôles et des pôles qui sont pas armés pour ça aussi. C'est pas leur rôle d'aller gérer ça, donc ça sert à rien de les polluer là-dessus, tu vois. Et donc, du coup, quand on rajoute ces strats, quand on rajoute ces process et tout, on se charge un petit peu plus la boîte de coûts fixes. Comment les enjeux de BFR, comment toi tu les appréhendes? Est-ce que tes clients, ils ont des enjeux de BFR dans cette phase-là? Parce que très souvent, et on va en parler tout à l'heure avec Ludo, on pousse les curseurs de la pub et on pousse tout ça. Donc ça, en termes de trésor, c'est assez vorace. Mais aussi là, en coût de delivery. Donc, est-ce que c'est une fatalité de se charger? Et comment on se prémunit de ça? Non, c'est pas une fatalité. Honnêtement, ça dépend du système que tu mets et à quelle hauteur tu utilises les gens. Moi, je vois souvent les gens qui sont dans le surcoût humain. C'est des gens, en fait, il y a plus de rôle et responsabilité claire des gens. Tu vois, on revient pas à qui fait quoi, comment et à quel niveau. Ce qui fait qu'en fait, t'avais peut-être ton AV qui était là, elle a commencé à gérer les mails et puis après, elle a commencé à modérer Navet, la c'est pas le communauté. légume, Puis hein. C'est AV. AV, assistante virtuelle, ouais. Du coup, c'est pas, pas du tout, on n'est pas en train de parler soupe. Mais l'idée, c'est qu'en fait, se dire, en fait, cette personne-là, elle va se greffer, elle va prendre des trucs, elle va créer sa toile d'araignée. Moi, j'arrive des fois dans des pôles, on me dit, elle me facture 56 heures dans le mois. Et je dis, pardon? À quelle heure cette personne te facture 56 heures dans le mois? Bah oui, parce qu'en fait, elle fait les emails. Ok, mais les emails, 80% de tes tickets, c'est les mêmes. Pourquoi il n'y a pas de modèle de réponse?
Ah bah je sais pas, c'est la V qui gère. Ok. Bon bah déjà on va peut-être revoir, tu vois. Et donc moi des fois j'arrive et je t'enlève moitié moins de facture. Mais c'est juste qu'en fait comme t'as pas de garant, comme le truc il s'est co-construit, que toi t'es tout le temps la tête dans le guidon, il t'a dit ah ouais t'as du temps, bah vas-y je te rajoute ça. Ah oui non. Et en fait c'est ce qui se passe sur ce pôle-là parce que c'est le mal aimé, c'est celui dans lequel on va pas. Il y a trop d'humains donc trop de problèmes donc on le fuit déjà parce qu'il y a les clients plus l'équipe qui grossit, tu vois. Et ça c'est symptomatique. Donc moi souvent on n'aime pas trop quand j'arrive dans une équipe parce que l'équipe elle voit qu'il y a une menace de on va couper un peu le temps passé et on va vraiment standardiser. Par contre, le client, lui, kiffe parce qu'il se dit, OK, j'ai pas besoin d'avoir 10 personnes. Et bien souvent, sur les pôles, quand il y a 6 ou 10 personnes, je repasse à 3 personnes, tu vois. Donc, en fait, non, c'est une fausse croyance aussi de devoir surstaffer. C'est pas parce que tu as plus de clients que tu as besoin de plus de personnes. Très clair. Ludo, sur la partie marketing, quand on scale, du coup, déjà, comme on vient de parler du BFR sur la partie delivery, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que tu vois un effet ciseau? Très souvent, on a la croyance, est-ce que c'est vrai aussi, que les coûts marginaux d'acquisition augmentent, le CPL augmente? Est-ce que c'est une fatalité, ça? Alors, pour moi, il y a déjà oui, les coûts ils augmentent pour moi, c'est normal, enfin c'est obligatoire. Mais surtout entre livraison et marketing, pour moi, il faut choisir sa bataille. Ok, il faut pas renier la livraison et je suis le premier à le dire. Je t'ai partagé mon NPS à 4,75 et on a des formulaires dans tous les sens. Tout ce que tu dis, on l'a en place. Donc, je suis le premier à être à fond sur la livraison, mais c'est mon côté ingé et geek de tout suivre et tout mettre en ordre là-dedans. Mais quand même, faut quand même choisir sa bataille pour moi. Parce que si tu scales, ta livraison, c'est peut-être pas ta priorité, tu vois. Ça peut peut-être choquer, mais enfin, à un moment donné, il faut faire rentrer les clients. Et t'as beau avoir la meilleure livraison, si tes clients ne rentrent pas, il sert à rien ton système, tu vois. Donc, pour moi, premier point, c'est ici. Et deuxième Pour faire l'avocat point, du diable, c'est par la recommandation que tu peux aussi obtenir tes clients et c'est aussi peut-être un ouais. Ah oui, bah nous, levier d'acquise. Mais par contre, moi, je te rejoins. Enfin, moi, des gens qui anticipent trop tôt leur livraison, je dis, je suis pas ta personne. Hein. Moi, je veux qu'il y ait un peu de chaos parce que sinon, on n'a pas matière à faire des choses. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que dans Marocco, c'est trouve ta personne qui va faire le delivery. Au début, elle va te coûter 500 balles peut-être par mois et tu la feras évoluer en même temps que le business évolue. Mais aussi parce que ta zone de génie, c'est aller chercher le marketing. Et les 3/4 des gens, c'est pas aussi leur zone de génie. Donc, en plus, on est sur l'écologie personnelle. Ils vont se défocus sur un truc, en plus, qui va les drainer. Donc là-dessus, je suis totalement alignée avec toi que c'est pas du tout là qu'ils doivent vraiment se focaliser. C'est sur l'argent et l'oxygène de la boîte. C'est l'argent. Pour moi, la livraison est hyper importante. Je mets beaucoup de focus dessus. Je suis encore dans la livraison moi-même, alors que je pourrais très bien le déléguer pour 1000 balles. Enfin, c'est pas un sujet. Mais c'est vrai que pour moi, avant tout, il y a la livraison et la vente en prio. Tu vois, si on parle de scaling, il y a le fameux framework Scale Mass Debt. Ben, le bordel, il va potentiellement être sur la livraison à un moment donné. Il va falloir juste payer la dette et c'est là où Marine t'arrive et tu payes la dette. Régler le problème marketing sales, pour moi, c'est déjà un sacré challenge. Et c'est ce qu'on appelle cette fameuse vallée de la mort, où tu rentres dans, en fait, mes coûts, ils augmentent. J'ai beau dépenser plus d'ads, je close pas forcément plus au prorata de ce que j'ai dépensé. Et donc, tu as ce fameux effet ciseau qui peut être assez challengeant et qu'il faut bien prendre en considération qu'à un moment donné, bah, si tu rentres pas plus que ce que tu sors et que en plus de ça, tu prends une métrique qui est pas la bonne pour valoriser la santé de ta boîte en prenant le chiffre d'affaires et ou juste le contracter versus l'encaisser, en fait, tu peux vite en fait, mettre la clé sous la porte et fermer ta boîte. Donc, pour moi, oui, les coûts, ils augmentent. C'est hyper dangereux et c'est une phase où en fait, le focus doit vraiment être là pour moi, avant tout. Il faut avoir le produit qui tient la route. Les témoignages, clairement, il en faut. Moi, je fais mon marketing avec aussi. Mais la prio numéro 1, elle est quand même là pour moi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu produis plus de créatifs sur tes ads? Est-ce que tu diversifies tes canaux? Enfin, comment tu diffuses plus? Parce que tu as le coût qui augmente, ok, peut-être une ad fatigue, peut-être un message qui s'essouffle. C'est quoi pour toi la méthode à ce moment-là? Ouais. Moi, j'ai rigolé parce que je fais trop de créative pour le coup. Mais alors, lancer un nouveau canal, honnêtement, j'ai peut-être pas le niveau de dépense pour dire s'il faut le faire ou pas. Mais pour moi, honnêtement, 15-20K mensuels de dépenses en ad spend, je compte pas mettre un nouveau canal. Pour moi, c'est un défocus. Tant que j'ai pas maîtrisé, dans mon cas maintenant, Meta par exemple, à chercher le ROAS que j'ai en tête, je changerai pas. Parce que je sais ce que ça coûte d'apprendre un nouvel outil, de mettre le nez dedans, de comprendre comment est-ce que lui réagit. Tout,
c'est un nouveau métier presque à apprendre d'aller sur Google Ads maintenant si on parle de cette régie publicitaire, qui est la deuxième plus grosse avec Meta. Donc non, je changerai pas de canal. Je continuerai à chercher à percer et à trouver le fit parfait sur le message, le tunnel et les sales de l'autre côté, jusqu'à ce qu'on ait le KPI des ROAS qu'on cherche à avoir. Et avant ça, je touche à rien en fait. Enfin, je continue. Je continue à trouver d'autres angles, faire des A/B tests, bien noter ce qu'on fait comme test. Et là-dessus, je suis pas parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le délègue maintenant. Mais c'est bien documenter tous les tests qui ont été faits et ne pas chercher à faire des tests émotionnellement. Quand je dis que moi je fais beaucoup de créa, c'est quoi? C'est juste que j'ai beaucoup d'idées, du coup j'ai envie de les faire et de les tester et d'avoir un nouvel angle. Et c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que du coup tu peux noyer le message et noyer les résultats que tu peux avoir. Donc en fait il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline dans le suivi des indicateurs que tu as à suivre pour savoir si tu es bon ou pas. Et après, juste switcher le message, faire des tests pas dans tous les sens, mais dans des sens et valider les hypothèses. Et au niveau, tu parles d'angle, est-ce que tu élargis le positionnement de marketing? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que, au lieu de t'adresser, je prends ton cas, à des thérapeutes, des coachs et des thérapeutes, est-ce que tu vas parler aux entrepreneurs du digital de manière générale, aux entrepreneurs de manière encore plus générale? Est-ce que tu dézoomes ce positionnement ou pas? Non, moi je vais plus profond en fait. Pour moi, et encore plus en 2025, il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup, il s'appelle Scott Holford, peut-être que vous voyez qui c'est. Non, moi, je connais pas. C'est un ricain. Bref, et lui, il part du principe que sous 8 figures, alors marché US forcément, c'est pas aller plus large qui va te faire monter, mais c'est aller plus deep, plus en profondeur encore. Les questionnements que j'ai en ce moment, c'est est-ce qu'on va pas aller encore plus en profondeur sur la spécificité des personnes qu'on veut accompagner, tu vois. Et pour moi, il y a une différenciation entre biz, hop et marché de niche, tu vois aussi. Parce que naturellement, la personne qui fait du BizOp, donc BizOp, c'est business opportunité. Par exemple, je t'apprends le trading, le copywriting, tout type de nouveau métier, qui est une opportunité pour un salarié de sortir de son schéma. C'est un business de reconversion pro. Voilà, grosso modo. Eux, potentiellement, c'est peut-être pas la même chose, tu vois. Potentiellement, être large, ça va aller en leur faveur parce qu'ils vont toucher plus de nouveaux entrants là-dedans, potentiels. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes types de marketing pour moi et de stratégie et de promesses et d'éducation du marché, d'awareness du marché, tu vois. Donc, c'est pas la même chose. Mais pour des marchés de niche, moi, je prends le pari d'aller plus en profondeur pour mieux cibler encore et avoir beaucoup plus de résonance auprès de ma cible. Potentiellement, la personne qui va aller chercher large et qui aura moins de résonance avec ce qu'elle a vraiment comme problème, tu vois. C'est clair. Je suis 100% aligné avec ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a une phase pour vous qui peut être critique pour l'entrepreneur? Est-ce qu'elles ont toutes le même niveau d'importance d'après vous, de ce que vous avez vécu dans vos business ou dans les business que vous avez accompagnés? Si vous aviez un conseil à apporter à un entrepreneur qui nous écoute, ça serait dans quelle phase et quel serait le conseil? Marine? Moi, ce serait dans la phase du pré-scale, en disant n'anticipe pas des problèmes que t'as pas. Vraiment, va vivre le truc en fait. Ok, tu sais ce qui fonctionne, solidifie un peu, mais co-construis pendant le scaling. Il faut du chaos en fait pour être plus fort, tu vois. Et si tu anticipes tout le temps le chaos, bah, déjà tu vas l'anticiper mal parce que tu sais pas ce que tu ne sais pas. Donc va le vivre le truc, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Et je vois trop de gens qui attendent, un peu comme quand t'attends le moment parfait pour te lancer. C'est au tout début dans l'idéation. Bah là c'est un peu la même chose. J'attends d'être parfait pour scaler. Non, scale. Mets-toi dans le chaos et là tu vas apprendre et tu vas créer les bons systèmes au bon moment parce que tu auras les bons problèmes en face. Alors que si tu anticipes du problème que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais eu, forcément tu sais pas encore ce qu'il va falloir mettre en face. C'est juste du fantasme encore une fois de problème. Et on en parle beaucoup au début mais on en parle peu dans cette phase-là. Et je trouve qu'en fait tu répètes ton schéma de départ mais à une autre échelle de business. C'est clair. Et au final c'est s'aligner avec la leçon que tu as déjà apprise au début et ne refais pas la même erreur. Pars dans le truc et fais-le quoi. 100% d'accord. Ludo? Moi j'aurais envie de dire que la phase de scale, entre guillemets, c'est une phase où il faut savoir choisir ses combats, vraiment. Moi, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, tu vois. Si j'ai un NPS à 4,75 et que je veux le monter à plus haut, c'est juste qu'en fait, j'aurais peut-être pas dû travailler là-dessus, tu vois. Donc, vraiment, c'est... Pour vous dire, c'est le débrief d'un office hour qu'on a eu cette semaine. C'est pour ça qu'il fait la blague là-dessus. Il veut remonter sa formation. Je dis, OK, c'est quoi le NPS? Il me dit 4,75 sur 5. Bon, je dis, bon, peut-être bosser sur autre chose, du coup.
Ouais. Et du coup, c'est choisis bien les priorités sur lesquelles tu vas te concentrer et elles vont faire mal à la tête. Elles vont t'empêcher de dormir et c'est normal. Mais par contre, aller sur d'autres choses, c'est pas la solution. Et surtout, ça c'est un point aussi que je pense qui est important, c'est il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas une solution miracle qui va te sortir de la merde où tu es aujourd'hui. Et surtout, n'attends pas de quelqu'un qui va t'aider à sauver ta boîte, que ce soit un prestat ou un accompagnement ou je sais pas quoi. C'est hyper important de l'avoir en tête parce que j'ai déjà été dans un accompagnement en mode sauveur. C'est pas bon. Pour le coup, alors, là-dessus, et je remets ma couche là-dessus. Ouais. Ceux qui viennent dans le mastermind en espérant que je trouve la solution dans leur business, ils ne sont pas pitchés. C'est-à-dire, je leur propose même pas de rejoindre. Ce n'est pas la bonne solution. Moi, si je vais une croix là, je sais pas où est le truc. Si je vais à l'église le dimanche, c'est pas pour que ce soit moi qui fasse les miracles. Je crois, ce que tu dis, Ludo, je partage à 1000%. Et je dis chez moi, mais chez les autres aussi. Soyez, s'il vous plaît, si vous avez entrepris, c'est pour vous. Ça passera par vous et voilà. Donc je partage à 1000% Ludo. Et toi, Ludo, qui vend aussi du conseil business, c'est hyper sain de le dire aussi comme ça. Clairement. Donc voilà ce que j'ai envie de dire et retenez bien ce framework Scale, Mess, Dep. Scale un truc, après résout le bordel que ça cause. Et en fait, ayez cette philosophie lean, tu vois. On va goulot d'étranglement après goulot d'étranglement. Voilà. Faites pas l'erreur comme moi de vouloir travailler la livraison alors que c'est pas un sujet. Allez là où il y a le boulot. Trop bien. Moi, je rajoute juste un point. Cet épisode, il est ultra important que vous soyez débutant, moyennement avancé ou avancé. Parce qu'en fait, la clé de beaucoup de problématiques que moi je vois dans les différents programmes que j'anime ou que je co-anime, c'est que c'est des problématiques qui ne sont pas d'actualité avec la phase dans laquelle est le business. J'ai des problématiques, j'ai l'impression que la solution est là-dedans, alors que non, ça ne me concerne pas encore ma phase de business, ou alors ça, je l'ai déjà dépassé, parce qu'il y a aussi dans l'autre sens. Hein. Nous, on n'a pas vu qu'on avait fait une mue. Et donc voilà, c'est de bien comprendre dans quelle phase on se situe, quels sont les enjeux du moment, se concentrer que sur ça dans tous les cas. Les problèmes passés, ils sont derrière nous, les problèmes futurs, vous inquiétez pas, ils vont bientôt arriver. Donc c'est vraiment être conscient de la phase dans laquelle on est. Souvent, c'est pas une histoire de chiffre d'affaires. Je pense que le chiffre d'affaires est un mauvais KPI. C'est plus qualitatif que quantitatif pour définir dans quelle phase on est. À quel moment on a un product market fit ou on l'a pas. Bon, mais ça, c'est l'éternelle question. À quel moment on est résilient, à quel moment on est obstiné. Là aussi, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Il y a de la subtilité là-dedans. Donc, je pense que là, on a fait un super épisode, une masterclass sur les différents enjeux et les différentes solutions. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ludo, on va mettre le lien de ta chaîne dans le titre, mais où est-ce qu'on peut te retrouver à côté de ça? Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Instagram, Ludovic Gucker ou alors kaizenampact. Bien, on mettra les liens. Et Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Retrouver sur LinkedIn et sur Instagram aussi, Marine Nardou. J'ai fait simple. Trop bien. Trop cool. Merci les amis pour cet épisode. Merci à vous. C'était top. C'était chouette. J'ai kiffé. C'était trop bien. J'avais pas de doute. Mais en fin de journée comme ça, il faut aller, en termes d'énergie, il faut aller le chercher quand même. Mais c'était trop bien. Si vous êtes encore là et que vous écoutez l'épisode, pensez à aller remercier nos invités en DM sur Insta, sur LinkedIn, où vous voulez, vous allez les trouver. Ils sont publics. C'est le meilleur moyen pour moi de les remercier. Moi, je les remercie, mais si vous voulez remercier, c'est encore mieux. N'hésitez pas aussi à envoyer un petit message si il y a des choses qui vous ont parlé et que vous voulez continuer la conversation en DM. C'est avec plaisir. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à répondre à tous les messages. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Gros Mots. Pensez à liker et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.